Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Wi-Fi Café Ambition, la saison 5, épisode 7, et aujourd'hui c'est un podcast très spécial. Oui, c'est un podcast très spécial. Bonjour Josiane, bon matin. Bon matin. On a skippé une semaine, hein? Non, en fait, c'est que on est en retard sur notre diffusion de podcast. On était supposé de tourner vendredi ce podcast-là, mais on a reçu de l'équipement pour notre nouvelle entreprise. Beaucoup de choses qui se passent. Exactement. Mais puis il y a eu pour beaucoup de faire choses une longue vendredi. histoire courte, un sujet qu'on parle de plus en plus, c'est le blockchain, c'est le monde de la crypto-monnaie, le monde des NFT, le monde de tout ce qui est digital, mais on va dire matérialisé, ou on va dire coulé dans le béton. C'est quelque chose qui est de plus en plus intéressant, puis aussi que sur plusieurs fronts différents, qu'on est de plus en plus impliqués. Ce serait quasiment intéressant dans pas long de faire un podcast exclusivement autour de ces sujets-là. Exactement. Malgré que le concept de Wi-Fi Café Ambition, je trouve, colle bien autour de ça. Exact. Fait que tu sais, je pense qu'on peut en glisser un mot. Puis de toute façon, j'ai les codes d'écoute, comme je disais la semaine passée, du moment qu'on parle d'argent et de relations de couple, ça fonctionne bien. Puis aujourd'hui, on va parler un peu de relations de couple aussi, mais pas par nous. Un petit peu par des amis à nous. Parce que cette semaine, j'ai vécu une grosse semaine émotionnellement. Effectivement. Je suis là, genre, j'en ai même encore le moton. C'est tellement bizarre parce que c'était une semaine où est-ce qu'on a eu des nouvelles qu'on aurait aimé ne pas avoir, avec un mélange de plein de bonnes nouvelles. Plein de bonnes nouvelles. Ça fait vraiment bizarre où est-ce que t'as très, très grosse mauvaise nouvelle. Ben, en fait, deux très grosses personnelles à moi, là. Donc, on a deux très grosses mauvaises nouvelles, puis... mais en même temps avec un mélange de plein de bonnes choses qui nous arrivent d'un coup. Exact. Donc, cette semaine, juste pour vous mettre en contexte, mardi, mon grand-père est décédé, mais mardi aussi, Michel Nadeau, qu'on peut dire le père du Québec Inc., est décédé, et c'était un ami à Simon et à moi. Oui, effectivement. C'était vraiment justement quelqu'un d'exceptionnel qui a été tellement impliqué dans le monde des affaires, dans le monde des médias, et puis on va dire ses travaux, son implication, en grande partie, on s'entend, il y a beaucoup de gens qui ont participé, ont en grande partie forgé qu'est-ce que le Québec Inc. est aujourd'hui. Exactement. C'est exceptionnel. C'était un honneur de l'avoir connu, de l'avoir côtoyé, d'avoir pu être proche avec quelqu'un comme lui. C'est quelqu'un qui, avec justement une courte discussion, pouvait complètement changer ta vie, puis ta manière, puis ta perception de voir les choses, mais aussi quelqu'un qui était tellement passionné à propos de son sujet. Oui, des finances, de l'économie et surtout de l'entrepreneuriat au Québec. On aurait vraiment bien aimé l'avoir sur le podcast. On en parlait avec lui même quelques semaines avant qu'il décède, justement. Même avant, quelques mois plus tôt. Quelques mois avant, ouais. Ouais, avant qu'il décède, de l'avoir sur le podcast. Cancer, ouais. Donc, ça ne s'est pas réalisé. Tu sais, c'est quelqu'un qui avait aussi une grande agenda au niveau occupé, là, même jusqu'à la dernière minute, jusqu'au dernier souffle. Il y a eu beaucoup de choses à faire et tout ça. Et juste pour mettre en contexte, il a été, si je veux pas dire de niaiserie, fait que je vais aller lire son Wikipédia, qui est quand même assez juste. Dans le sens sur les... Parce que je veux pas mélanger les dates et je ne veux pas mélanger non plus... Ce serait pas un bon moment pour blasphémer son nom. Exactement. Donc, dans le fond, Michel Nadeau, c'est qui? C'est un administrateur québécois. Il est l'ancien directeur... il était plutôt l'ancien directeur général de l'Institut sur la gouvernance et des organisations privées et publiques, donc l'IGOP. Il a travaillé aussi à la Caisse de dépôt et placement du Québec, Investissement Québec et j'en passe. Il y a vraiment une longue carrière en finance. Il a vraiment longuement
été impliqué au niveau justement des entreprises québécoises telles que l'achat de Vidéotron qui a été fait par Québécois. Ben c'était son idée. Il a été voir Pierre-Carl. Tu devrais faire ça. On privatise. Ben justement, j'ai une citation de Pierre-Carl Pellado, ce qui était très proche de Pierre-Carl Pellado. Pierre-Carl Pellado, à ce que j'ai pu comprendre, puis voir, le considérer comme un mentor. Et puis Pierre-Carl Pellado le résumé à merveille. Si Vidéotron et tant d'autres entreprises du Québec sont restées entre les mains des Québécois, le Québec le doit à Michel Nadeau. Couche-Tard, c'en est une aussi qu'on va entendre plus tard. Vous allez voir, on va parler de justement plein d'anecdotes parce que on a réussi à avoir un audio qui a passé à Radio-Canada il y a quelques mois. Puis je trouvais ça important qu'on l'entende quand même sur le podcast, malgré qu'il soit mort, là, peut-être comme je dis un petit peu, le faire ressusciter pendant 16 minutes. À travers ces paroles, justement, du dernière entrevue qu'il a fait à la radio, qui était justement là, dans les dernières semaines. Et puis, encore là, tu sais, même avec la maladie, il est là, puis il donne encore, puis il s'intéresse aux autres. Puis l'entrevue, c'est pas à propos de lui, c'est pas à propos de « Ah, moi, je suis intéressant, moi, j'ai fait des grandes choses. » C'est de tout ce qui se passe au Québec. Pour le futur, quand je serai pas là, avez-vous pensé à faire ça? Vous devriez faire ça et ce serait intéressant, ça serait bon pour vous. Exactement. Fait que c'est vraiment son héritage qu'il a laissé dans un témoignage de 16 minutes où est-ce qu'il parlait aussi de sa famille. Comme on avait reçu sur le podcast son fils Coffee K, justement, donc Christian, tout ça fait que si vous voulez aller retrouver des épisodes, on en parlait un petit peu de Michel de façon subtile et un petit peu de l'implication qu'il a eu dans sa vie et tout. Exact. Et comment qu'on a connu Michel personnellement, c'est toute une histoire. Dans le fond, moi, je suis beaucoup féministe. Tu sais, puis je le cache pas. Tu sais, j'ai des propos assez féministes, puis je suis assez raide avec les hommes, puis tu sais, il y a des affaires que tu sais, je vois en affaires qui m'arrive à tous les jours, genre, c'est une femme qui gère une agence marketing, je veux pas travailler avec ça, puis ça m'arrive à tous les jours. Tous les jours, faut que je me batte contre des hommes et tout. Et je suis intéressée beaucoup par tout ce qui est art, tout ce qui est exposition, musée. Et à Longueuil, nous avons la chance d'avoir un super musée, qui est le Musée de la femme à Longueuil, où sur la rue Roland-Terrien, allez prendre un rendez-vous, allez faire une visite. C'est vraiment un petit musée fait dans un bungalow. Et j'ai connu Lydia, en fait, ça faisait quelques années que je suivais le musée sur les médias sociaux, et Lydia, qui est la femme de Michel, je l'ai rencontrée il y a exactement 6 ans, et pourquoi je m'en souviens, c'est parce que la veille, j'avais eu une date avec Simon, fait que, tu sais, vraiment comment les astres sont alignés, ça a été notre première date à Simon et à moi, puis il était venu me reconduire au musée de la femme, avant de repartir chez lui. C'est ça, moi, je suis venu te reconduire. Oui, exactement. Toi, tu étais venu me reconduire au Musée de la Femme pour un photoshoot. À l'époque, j'avais mon blog Être radieuse et tout. Et de fil en aiguille, Lydie et moi, on s'est liés d'amitié, on s'envoyait des messages, j'allais à des expositions, il y avait les cafés rencontres et tout. Je lui ai donné beaucoup de coups de main au niveau technique et tout ça, mais sans savoir où est-ce que je me mettais les pieds. C'est juste parce que je suis intéressée à la condition féminine, je suis intéressée à en savoir plus historiquement. Je trouve ça intéressant qu'on puisse parler que le bungalow, dans le fond, c'est l'immeuble le plus misogyne qu'on peut avoir parce qu'il a été pensé pour la femme à la maison. Et, tu sais, toutes sortes de choses comme ça, d'anecdotes riches. Et surtout aussi la culture entourant Lydie. Parce que oui, elle est québécoise d'adoption, mais il y a ce côté-là aussi intéressant d'apprendre sur sa culture africaine du Sénégal. C'est même un de mes projets, puis Simon aussi, il y a quelques années, de l'accompagner au Sénégal. Donc, peut-être l'année prochaine, aller faire un petit voyage avec Lydie au Sénégal, ça pourrait être super intéressant. Ben oui, c'est sûr qu'on vous vlogue l'expérience et tout, parce que c'est une culture haute, c'est riche, et ça m'intéresse d'en apprendre sur les autres cultures. Donc, de fil en aiguille, j'ai tissé avec Lydie une amitié, mais qui dit de fil en aiguille, durant les expositions, je parlais toujours à son conjoint, mais je disais, mon Dieu, sa face, elle me dit quelque chose, sans savoir c'était qui. Puis j'étais comme, mon Dieu, sa face me dit quelque chose. À un moment donné, je vais à une exposition, qui en fait, c'était plus une conférence donnée par Sophie Langlois, et c'est là que le déclic s'est fait 1 + 1 + 1 + 1. Anecdotiquement, tu sais, de potin, que j'ai fait comme, son mari, c'est Michel Nadeau, le frère
de Jacques Nadeau, photographe, qui est aussi le frère de telle personne. Fait que là, j'ai comme compris pourquoi qu'il y avait tout le temps des vedettes d'invités au lancement ou tout ça. Puis tu sais, je trouvais ça étrange. C'est là que ça fait le déclic. Et aussi, de fil en aiguille, ben, veux pas, j'allais souper chez Lady, dîner, bruncher. Donc, tu sais, quand t'es très près de ces personnes-là, à un moment donné, ils t'invitent dans leur maison et tout. Et, tu sais, pour dire d'autres anecdotes, tu sais, super rigolotes, parce que Michel, oui, c'était un homme qui accueillait tout le monde, puis voulait aider tout le monde. Moi, ce que j'aimais tellement à propos de lui, puis ça me fait penser un peu à mon grand-père qui était comme ça. Mon grand-père était aussi, tu sais, pas à son niveau, mais il était très impliqué dans la région d'affaires. Et puis, il restait toujours humain, toujours vrai. Puis, c'est ce genre de personnage-là qui nous montre que pour réussir en affaires, t'as pas à être un gros méchant capitaliste qui écrase les autres. Puis ça, c'est tellement, surtout au Québec, une conception déformée de qu'est-ce que c'est d'être en affaires. Il y en a. Il y en a des gens horribles, il y en a partout. Exact. Mais il y a plus, ou au moins égal, de personnes qui sont bonnes, de personnes qui réussissent en faisant le bien, en faisant d'eux. Parce que, tu sais, je pense que tu peux avancer puis réussir en faisant le mal, en détruisant ce qui est autour de toi, en prenant aux autres, ou tu peux réussir en faisant le bien, en donnant, en étant complètement, j'ai l'expression en anglais, selfless, en étant tout à propos des autres, puis en donnant. Puis ça, ce genre de personnage-là, ça m'inspire tellement plus, ça m'inspire tellement, tu sais justement, le vil caractère a été mis en affaire à mode avec le film Wolf of Wall Street, mais est-ce que tu veux vraiment être, puis encore là, Jordan Belfort qui est correct aujourd'hui, il fait du contenu TikTok. Puis même il dit qu'il regrette d'avoir fait ces choses-là, parce qu'il dit, tu sais, genre, c'est le fun, j'ai fait sur le coup, j'ai fait de la prison, aux autres, j'en ai pas profité, tu sais. Puis c'est ça, mais tu sais, les gens, tu sais, oui, ça va prendre parfois plus de temps, mais quand tu peux donner autour de toi, j'aimerais mieux que les gens se souviennent de moi pour la contribution puis la valeur que j'ai apportée que les niaiseries puis les foleries que j'ai faites qui m'ont envoyé en prison, justement. Exactement. Tu sais, justement, j'ai pas fait ça, j'ai rien fait, là, j'ai jamais été en prison de ma vie, là, juste en revire la phrase, là, je veux pas que ça soit interprété comme ça. Pour moi, je suis la personne la plus straight edge que je connais ou presque, là, genre, je suis bien le Il est débauché depuis qu'il est avec moi, là. Non, mais non, du tout. Mais non, mais j'aime ça faire cette joke-là. Ouais, je prends un verre de vin une fois de temps en temps. C'est ma grosse débauche. C'est ça, ta consommation. Un verre de vin une fois de temps en temps. Sa consommation d'alcool avec moi a augmenté. Sa consommation de beaucoup de choses a augmenté. Ben là, c'est correct. Non, c'est une bouteille de vin une fois de temps en temps, ben mais ouais. C'est très drôle. Genre 2 bouteilles de vin par mois, comprends? Ouais, comme cette semaine était bonne. Tout ça pour dire, c'est le genre de personne qui m'inspire, puis c'est le genre de personne, justement, que les livres d'histoire, les livres de développement personnel devraient se concentrer puis devraient être dessus parce que justement c'est les gens qui ont fait du bien autour de lui. Justement, parlant d'alcool, je me souviens qu'on allait chez eux avec les mimosas. Ah oui. Ces mimosas étaient généreux. Ah oui, ils étaient généreux. C'était du vrai champagne. Puis pas juste ça, c'est qu'il y avait pas de jus d'orange vraiment. Puis quand t'étais rendu à la moitié de ton mimosa, ils te rajoutaient du champagne, pas du jus d'orange, ils te rajoutaient du champagne. Ouais. Mais tu sais, il était très généreux de sa personne. Moi, je me souviens d'une autre anecdote, c'était envers Simon, mais c'était comme très drôle parce que lui et toi, vous aviez des trous dans vos bas. Ça, c'était drôle. On a ri cette soirée-là. On avait chacun un trou dans notre bas sur la grosse artère. À la même place, puis on a trouvé ça très drôle. Puis là, Michel, il a dit « Ah, ben là, t'es pas pour garder tes bas. » Fait que Michel, il a été chercher des bas neufs qu'il venait d'acheter, puis il s'en allait à Simon. Mais là, j'ai dit, Simon, faut faire quelque chose. Fait que cette semaine, nous autres, on a un gros projet Do It Yourself et ça va être dans notre salon et il va arriver avec nous autres. On a les bas de Michel Nadeau. Fait on va les encadrer. On va les encadrer et je vais aller faire une petite plaque. Ceci sont les bas de Michel Nadeau. Et là, je veux que ça ouvre une discussion aux gens, pourquoi t'as les bas de Michel Nadeau chez toi, puis de raconter cette histoire-là pour montrer comment Michel était humain. Puis tu sais, c'est l'anecdote de comme... Tu sais, je trouve une autre leçon qu'on peut en tirer. Puis celle-là, elle est extrêmement importante. Puis j'aimerais que les gens nous écoutent à propos de ça. Sérieusement. Oui. Parce que celle-là, j'en parle souvent. Puis je peux pas parler pour lui, mais je pense qu'il serait d'accord de par son style de vie. C'est pas parce que tu réussis en affaires non plus que, tu sais, on avait dit, faut que tu le fasses de la bonne manière. Mais que t'es obligé de flasher.
Exact. Que t'es obligé d'avoir genre une fucking Rolls-Royce Bentley, puis de vivre dans des conditions extrêmement luxurieuses, on pourrait dire. Oui. Puis c'est pas parce que tu réussis en affaires que t'as à faire ça. Tu sais, la vérité, c'est qu'est-ce que ça prendrait, toi, pour que tu sois confortable, pour que tu sois bien. Parce qu'en réalité, quand t'as trop, il faut que tu le gères. Toyota Prius. Ben ouais. C'est ça, hein, Prius, oui. Je me suis mis, oui. C'est ça. Puis pourtant, tu sais, je veux dire, il aurait pu conduire n'importe quelle voiture qui existe. Exact. Mais au moment où on en discutait, puis il disait, ben je fais quand même souvent de la route, puis je veux pas arrêter trop souvent à la station d'essence, ça m'arrange. Oui, c'est juste, ça m'arrange. Puis tu sais, c'était... Michel, c'était un mec hyper simple. Ben oui, exact. Et pour lui, c'est un plus grand luxe, moins arrêter à la station-service que de conduire un auto avec des bancs en cuir puis un toit ouvrant. Exact. Puis aussi, tu sais, l'économie d'essence, mais aussi la fiabilité de Toyota, tu sais, ce niveau-là. Ben oui, puis encore là, ça va bien avec sa personnalité, tu sais. Fiabilité, pas prétentieux, pratique. Puis encore là, prenez-le comme une leçon dans le monde des affaires. C'est pour vrai, moi avant j'étais comme ça. Je me rappelle quand j'ai eu du succès en affaires en début vingtaine, je commençais à faire de l'argent, je m'étais acheté une BMW, j'ai mis des dizaines de milliers de dollars dedans en modification, puis en pièces exotiques. Fait ça, tu sais, comme moi aussi là, tu sais, j'avais ma grosse maison à Mont-Saint-Hilaire. J'étais content. Pour vrai, j'étais content, mais j'étais pas, même si j'étais bien financièrement, j'étais pas rendu là. Aujourd'hui, je regarde si j'ai réinvesti toutes ces dizaines de milliers de dollars, même centaines de milliers de dollars que j'ai mis en auto, en plusieurs autos, en pièces, puis tout. Aujourd'hui, j'aurais plus besoin, je le ferais, j'aurais plus besoin de travailler une journée dans ma vie. Non, je te comprends. C'est incroyable. Puis aujourd'hui, le plus gros luxe pour nous, puis ça on en parle souvent, c'est d'avoir un auto qu'on a payé content, un auto qui est quand même confortable, un auto qui est quand même performante, un auto qui est quand même économique d'essence, mais le plus gros luxe, le meilleur feature de cette auto-là, c'est qu'on n'a pas de paiement. Exact. C'est d'avoir la paix d'esprit de dire, c'est un auto que j'ai payé content, je peux la rentrer dans le mur, ça me fera même pas un... C'était magnifique. C'était un accident de glace. C'est ça le vrai luxe, pour vrai, c'est d'avoir... C'est mes parents qui étaient comme « Oh non, pauvre Simon! » C'est d'avoir l'esprit en paix. Pour vrai, pour moi, c'est ça le vrai luxe, c'est d'avoir l'esprit en paix. Fait que le jour que je peux avoir un Range Rover, une Mercedes classe S, que je peux payer comptant, sans que ça me fasse un pli. On paye certaines autos comptant, mais pas encore. Sans que ça me fasse un pli, là, je vais dire, je peux me le permettre, puis c'est un luxe. Je la paye comptant, puis vu que je la paye comptant, c'est pas beaucoup d'argent pour moi. Fait que même si je smash mon auto de 150 000 dans le mur, I don't give a fuck. C'est ça, le plus grand feature luxueux, je trouve, c'est de pas avoir de dette puis avoir une certaine paix d'esprit. Puis ça, c'est quelque chose qu'avec toute sa sagesse puis son expérience qui transgressait. Tu sais, il y a quelque chose aussi, tu sais, quand tu rentrais dans leur maison à Lydie puis Michel, ça sentait le bonheur. Tu sais, je veux dire... C'est chaleureux. C'était chaleureux. Tu sais, c'était tout le temps comme ça. Puis même jusqu'à récemment, même encore là, cette semaine, là, la semaine passée, on a été faire un tour chez Lydie, qui est la maison de Michel, parce que nous, on le savait qu'elle allait décéder. Donc, elle nous a demandé... elle voulait faire quelque chose pour l'hommage et tout. Fait que, tu sais, on a été l'aider avec ça. Puis, tu sais, il y avait de la tristesse, mais tu sais, en même temps, tu sais, c'est une maison tellement chaleureuse. Tu sais, il travaillait dans la salle à dîner, là. Tu sais, genre, c'était son bureau à lui. Oui, puis encore là, il aurait pu avoir un bureau privé en haut d'une tour pour avoir la paix puis avoir l'air bien hot, mais il travaillait dans la salle à manger, à côté de la cuisine, avec sa famille. Exact. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Puis tu sais, c'était un homme très, très familial, tu sais, très, très... t'étais tout le temps bien reçu quand on allait chez eux, puis ça, vraiment, on était encore très bien reçus avec Lydie, là. Oui, non, mais je veux dire, de son vivant, on était très bien reçus, et on est encore très bien reçus. Oui. J'aimerais mettre l'extrait, justement, l'entièreté. En tout cas, je pense que c'est l'entièreté. On va voir si ça va marcher dans notre logiciel de podcast. Exact. Mais au moins, il va y avoir un extrait de son dernière entrevue qu'il a faite. Parce qu'on en parle beaucoup, mais je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ne sont pas au courant de c'est qui, c'est quoi, c'est qui et qu'est-ce qu'il a fait. Et puis, j'aimerais qu'ils l'entendent de ses propres paroles. Puis, pour moi, cette entrevue-là, c'est vraiment l'héritage de
Michel Nadeau envers le Québec Inc. pour les générations futures. Parce qu'il en parle de nos générations, justement, des conflits, de tout ce qui est aussi au niveau de la langue, de l'histoire, du passé, futur, de qu'est-ce qu'on devrait faire, d'où qu'on vient, puis qu'est-ce qu'on a fait. Fait que c'est vraiment un beau, gros cadeau, cette entrevue-là. Elle est disponible sur Radio-Canada, mais on a décidé de vous l'offrir. De vous la partager dans le podcast. Exact. Donc, si notre logiciel de podcast l'a bien pris, c'est un test en même temps en direct, exact. Ça va durer entre 15 et 20 minutes. Dans le cas où c'est pas l'entièreté, ça va durer un peu moins de temps, puis on va en discuter un peu plus ensemble, mais on va écouter les sages paroles de Michel Nadeau pour les quelques prochaines minutes. Michel Nadeau, bonjour. Bonjour Joël. Je vous demande, comment allez-vous? Ben, ça va bien, évidemment. Il y a eu des bons changements au cours des derniers mois. Un jour, vous voyez sur un rayon X une petite tache noire devant votre pancréas et ça vous constatez que il faudra mener un combat de chimiothérapie. C'est ce que j'ai fait. Et là, la petite tache noire n'a pas grandi, puis tout ça. Mais maintenant, elle semble vouloir reprendre du poil de la bête. Or là, j'ai décidé d'y aller avec l'option confort. La chimiothérapie, ça ébranle pas mal l'organisme. Donc, l'option confort, ça veut dire que je m'occupe de mes projets personnels, des projets familiaux. Et là, j'essaie de faire des choses que j'aime. Et en même temps, le seul charme de cette maladie, c'est qu'elle vous donne du temps pour revoir tous les gens qui vous ont aidé, que vous avez aidé durant votre vie, à la Caisse de dépôt, au devoir, à l'Institut sur la gouvernance. Donc, pour moi, c'est un moment de sentir des messages d'amour, d'appréciation très forts, très, très forts. Et je vous dis que c'est très agréable de dire avec des gens là comment la vie nous a rapprochés, on s'est aimé, puis tout ça. Alors donc, j'apprécie beaucoup. En même temps, j'ai des projets familiaux avec ma conjointe. Je m'occupe un petit peu. Elle est, on va le dire rapidement, là, elle est candidate dans l'arrondissement de Fatima, le parcours du Cerf, pour l'équipe qui a l'âme à la tendresse. Et puis, donc, je lui donne un petit coup de main. J'ai mes 6 enfants. J'ai 2 grands-enfants, Philippe et Maël, qui sont en finance et qui viennent encore demander des fois un conseil à leur vieux père là, sur certaines opérations financières. Après ça, j'ai Karen, Jessica et Christian Kafike, qui rentre d'un voyage en Californie où il a travaillé pour Sony Music. Et maintenant, il a découvert, le malheureux, qu'il a composé une ritournelle. Vous composez juste quelques notes, quelques airs, 40 000 $. Alors donc, c'est évidemment, moi, je veux qu'il continue de chanter. Mais le fruit de la tentation est fort. Vous l'avez dit, Michel, vous avez travaillé au Devoir pendant presque 10 ans, à la Caisse de dépôt pendant une quinzaine d'années. Vous avez vu ce Québec, vous l'avez vu évoluer à partir de la Révolution tranquille. Et il m'arrive de dire à des jeunes, ne vous découragez pas, ne regardez pas trop d'informations, allez pas trop sur les réseaux sociaux. La réalité, c'est que ce pays, à cause des gens comme vous, comme Parizeau, l'évêque, et d'autres, et les chanteurs, tout ça, avaient fabriqué en 60 ans un pays absolument étonnant, une réussite étonnante. Et ça, il faut qu'on s'en souvienne beaucoup, hein, Michel? Oui. Joël, c'est que les gens ne réalisent pas une chose. D'où nous sommes partis en 1959. J'ai regardé plusieurs pays. J'ai regardé le Danemark, la Hollande, l'Espagne, le Portugal. Et j'ai regardé tous ces pays-là en 1959, où ils étaient et où nous sommes. Aujourd'hui, Montréal est une capitale, on s'en aperçoit peut-être pas, mais on a quand même 20 sièges sociaux d'importance. Il y a peut-être pas ça à Copenhague ou à Rotterdam ou à Amsterdam. Donc,
c'est de voir comment les progrès qu'on a fait durant 60 ans sont assez extraordinaires. Montréal est aujourd'hui, en termes d'intelligence artificielle, des autobus électriques, dans beaucoup de domaines, nous avons fait des pas de géant. Nous sommes présents dans beaucoup. Imaginez les Jeux de Tokyo, là, le spectacle de Moment Factory, là, c'était quand même exceptionnel. Et ça, dans des domaines hyper concurrentiels. On a développé 2 compagnies de génie conseil qui vont chercher des contrats dans des domaines très difficiles. Le Cirque du Soleil à Vegas, ça va 6-7 troupes, là. Ça, c'est pas facile parce que la mafia là-bas vous attend. Et là, de voir que des Québécois sont arrivés à bâtir des choses, ça a été extraordinaire qu'aujourd'hui, en 2021, on a vraiment réussi. Et ça s'est fait comment? Ça s'est fait qu'à partir de 1960, évidemment, il fallait apprendre à gérer rapidement de grands ensembles économiques et on a créé des sociétés d'État. On a créé la Caisse de dépôt, on a créé Hydro-Québec, on a créé Investissement Québec, la LGF, Rexfort, Socem, Socip et tout ça, Socip. Et donc, parce qu'évidemment, la Banque de Montréal et la Banque Royale ne nous ont pas appris à gérer des grands groupes. Il fallait le faire nous-mêmes. Donc, nous nous sommes dotés de grandes sociétés d'État où il y allait avoir une présence québécoise. La Sun Life avait 89% d'employés unilingues anglophones en 1979 au moment du projet de loi 101. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a réussi grâce aux sociétés d'État dans un premier temps. Ensuite, il y a eu les coopératives. Le Québec est le seul endroit en Amérique du Nord où les coopératives agricoles comme AgroPure ou Solis, la Fédérée, ou Desjardins dans le domaine de la finance, on a encore une présence. Partout ailleurs au Canada, ces coopératives-là ont disparu. Oui. Et nous, on a encore gardé ça. Et Michel, oui. ne serait-ce qu'en 1959, je disais à des camarades hier, je reviens de l'extérieur de Montréal, donc au Québec, et je reviens toujours sans le savoir en me disant mais quel plaisir j'ai eu à parler français, etc. Bien sûr, à Montréal, c'est plus difficile en ce moment, mais en 1959, parler français, il faut se souvenir qu'on ne pouvait pas aller chez Eaton et parler français. Exactement. On a mené en parallèle 2 batailles. La bataille de la langue. C'est évident que notre économie était basée sur une exploitation par des multinationales britanniques et américaines de nos matières premières. Donc, c'était l'exploitation des mines, de la forêt, de toutes les matières premières, Shawinigan Water and Power, puis tout ça, là. Donc, tout ce secteur-là n'était pas à nous. Donc, toutes les matières premières, c'était des étrangers qui les contrôlaient et ils les contrôlaient en anglais. Donc, il a fallu imposer, on a changé la dynamique. Oui, c'est pas parfait aujourd'hui, la langue, mais on a changé la dynamique lorsqu'on ouvrait un match de hockey où on allait à un spectacle à la Place des Arts ou à un autre grand événement, c'était souvent en anglais. Le Montreal Board of Trade était la principale chambre de commerce. Aujourd'hui, le Montreal Board of Trade est complètement disparu et c'est en français que ça se passe dans les milieux d'affaires à Montréal. Et tout ça ne s'est pas fait par hasard ou par simplement l'évolution du temps. Ça s'est fait par le combat. Par le combat. On a créé, avec le régime d'épargne-action, M. Parizeau, c'était la rigolade à Toronto. Hein. Moi, je me rappelle, quelqu'un m'avait dit, Mr. Nadeau, you plan to rebuild the Quebec economy with dépanneur, Couche-Tard, Perrette et le Pot-au-lait. Alors là, il se moquait que nous, au Québec, on aide les dépanneurs. Alors aujourd'hui, Alimentation Couche-Tard est la plus grosse compagnie au Canada, plus gros que la Banque Royale. C'est une compagnie qui occupe la première place sur le plan nord-américain et donc qui est devenue. Et ça, dans beaucoup de domaines comme ça, on a réussi à imposer des multinationales qui donnent aux Québécois allez à Amsterdam et vous verrez pas ça, il y en aura pas autant. Il y en a quelques-uns, la bière et tout ça, comme au Danemark.
mais d'avoir des multinationales, avoir des sociétés qui vibrent avec toutes sortes de nouvelles technologies, les autobus électriques et tout ça. Donc, on a bâti en 60 ans les bébés boomers d'abord, notre génération, vous et moi, Joël. Alors, donc, on a bâti des infrastructures, des sociétés d'État, des coopératives, des entreprises privées, et ça a donné une économie qui est pas trop mal. Et à travers ça, on a réussi à garder l'égalité. Oui. Un certain sentiment d'égalité. Notre société n'est pas égalitaire, non. Mais avec un taux d'imposition de 53%, des régimes sociaux assez généreux, on est quand même en Amérique du Nord, parmi les sociétés les plus dynamiques. Et mon réalisateur me disait que son père, qui avait une propriété dans les années 60, a dû vendre la propriété pour payer les traitements à son épouse parce qu'il n'y avait pas de système de santé. Moi, je me souviens d'avoir quitté l'école et de me dire je suis dans la rue parce qu'il n'y avait pas d'université, etc. Et en ce moment, c'est vrai, depuis quelque temps, des fois en blague, des fois c'est un peu, il faut le prendre des fois avec ironie, mais des fois on se dit mais pourquoi est-ce qu'on reproche des choses à ce point-là aux baby boomers? C'est tout de même une génération qui qui estimait ses anciens et ses parents. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les baby boomers sont un peu ridiculisés par la génération actuelle? Ils sont un peu ridiculisés, mais je dois vous dire qu'il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Je vais vous parler de ma fille Maëva, qui a 14 ans. Elle a 14 ans et elle a un commerce sur Internet. Et là, elle vend pour 150 $ par semaine. Elle achète de vieux t-shirts et elle les remet en bon état. Elle les choisit elle-même. Et là, elle revend ça 5 fois le prix. Ensuite, elle est tellement crédible, son goût, son jugement. Elle demande des fois 120 $ payables comptant sur PayPal. Et là, elle va dire aux jeunes, vous allez m'envoyer de vos photos que vous aimez et vous allez me dire, et moi, je vais vous envoyer 3 tops puis 2 pantalons. Donc, et ça, c'est une confiance dans son goût, dans son tout ça. Non, donc, ce que je vois, moi, c'est qu'il y a chez les nouveaux jeunes, oui, c'est vrai que il n'y a pas de reconnaissance du passé, mais je sens un désir de prendre leur place. De prendre leur place dans l'économie, là, et c'est important que ils soient là. Et moi, je vous dis, Maëva, c'est l'exemple parfait, jugement solide, gestion serrée et tout ça. Donc, je ne suis pas inquiet. La relève est entre bonnes mains. Mais, encore une fois, ce que je trouve dommage, c'est la connaissance du passé. Oui. Moi, je pense que les 60 dernières années, le passé, on est parti quelque part. Si on revoit en 1959, société agricole, société vraiment dominée par l'anglais, et aujourd'hui, une société qui est relativement en bonne santé. On se classe parmi les 20 économies les plus importantes dans le monde là, en termes de développement industriel économique. Mais je pense que les jeunes, moi, s'il y avait un spectacle, moi, ce que je rêve, c'est d'un spectacle, j'en ai parlé à Pierre-Carl Péladeau, un spectacle où on saperait prendre notre place et qui raconterait ce qu'on a fait depuis 60 ans. Les baby boomers, leurs enfants et leurs petits-enfants. Et pour qu'au moins les 3 générations soient conscientes là, qu'il s'est passé des choses, là, que connaître un peu le passé avec de la musique, des chansons, que beaucoup de chansons, quelques danseurs, pas que ça coûte trop cher, là, mais encore une fois, des chansons pour rappeler comment le Québec a beaucoup évolué, a beaucoup changé. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. Ouais. C'est exceptionnel et puis il faut que les jeunes en prennent conscience. Oui, il y a eu des échecs. Oui. Bombardier est un échec, c'est vrai. Mais quand même, c'est que il y avait quand même, à un moment donné, on l'a fait pareil. Il y avait un avion dans le monde qui décollait ou atterrissait toutes les 10 secondes
avec le nom de Bombardier dessus. Oui. Mais de toute façon, l'histoire n'est pas faite que de réussite. L'histoire avance. Elle est faite de guerre, elle est faite de tragédies, elle est faite de pandémies. Et il faut garder aussi cette idée que le temps est long, que le temps va durer encore un certain temps, et que des choses vont être des échecs et d'autres des réussites. Mais j'entends des gens de la génération d'aujourd'hui dire, mais quand ce capitalisme est devenu à ce point-là débridé, qu'est-ce qui nous permet de croire qu'on pourrait reprendre nous-mêmes le pouvoir sur notre économie, nos économies? Je pense que l'économie, après la pandémie, les nouvelles valeurs environnementales, sociales et de gouvernance, là, les entreprises vont être un peu plus raisonnables. Les chefs d'entreprise, avant de s'en mettre plein les poches, là, vont essayer d'être un peu plus... les attentes de l'opinion publique, là, si le gouvernement aide une entreprise, il devrait être beaucoup plus exigeant dans les attentes. Ça, c'est clair pour moi. Et ça, je pense que les entreprises sont prêtes à le faire aussi. Donc, il y a des changements d'attitude. C'est pas encore le paradis, c'est pas encore le Pérou, mais on évolue dans le bon sens. Et moi, je pense qu'il est important de bâtir un spectacle. Prendre notre place, c'est pour dire aux jeunes, regardez, là, on est parti de l'an 59, puis ça a été une belle aventure, 60 ans de croissance au Québec. Partout ailleurs dans le monde, on a connu un tel développement. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Allez voir les jeunes Danois, les jeunes Hollandais, les jeunes Algériens, Tunisiens, qui en 60 ans a fait les progrès que nous avons enregistrés au Québec. Oui, Michel, je vais vous remercier et en même temps vous demander si à l'occasion on pourra reprendre une conversation du même genre. Bien sûr, on aimerait vous dire combien nous vous aimons, combien notre affection est sincère et combien toutes les chroniques que vous avez faites, toutes étaient suivies par le public avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de contentement. Alors, je vous souhaite une belle journée et puis on se téléphone puis on déjeune. On se téléphone puis on déjeune, Joël, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Michel Nadeau. Au revoir, Joël. Alors, ce que je vais faire cette semaine, si si lui est disponible, et je pense que son fils me... OK. Alors, mais c'est très drôle qu'il a dit on s'appelle et on déjeune parce que souvent c'était les brunchs. Mais Michel, c'était les brunchs. Ah ouais. C'était le meilleur moment pour discuter avec lui, les brunchs, avec ses mimosas. Donc, ouais, ça en dit beaucoup justement sur Michel, sur qui il était, comment c'était. Et ça, vraiment, pour moi, c'est vraiment l'héritage de Michel Nadeau. Cette entrevue-là, je trouve qu'elle dit... Je vais pas dire qu'elle dit tout, parce que je pense qu'on pourrait en faire une lecture de 6 heures de temps minimum. Mais je trouve que c'est un beau résumé des grandes lignes. Puis c'est à cause de personnes comme lui, de gens comme lui, que je suis capable d'être fier d'être au Québec. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, on va pas se mentir, qui nous rendent pas fiers, qui nous font honte. Ou est-ce qu'on va à l'international, puis parce qu'on est un Québécois, qu'on est une genre de risée, qu'on a un problème, mais des gens comme Michel Nadeau, justement, faisaient en sorte que à l'international, on était... Oui, vraiment bien vu. Puis c'est un monsieur, il voyageait beaucoup aussi. Nous, on le sait. C'était on a vu les photos. Un excellent ambassadeur pour nous. Exact. Et, tu sais, un de ses derniers voyages, c'était Tahiti, puis c'était un vrai beau voyage. Tu sais, il a fait des grandes choses, il a coécrit des livres, il a fait tellement. On pourrait faire 10 podcasts sur Michel Nadeau, qui il était, tout ça. Puis, tu sais, si vous googlez Michel Nadeau, vous allez trouver plein d'articles, vous allez beaucoup apprendre aussi de lui. Probablement une vision différente de tout ce que vous avez vu déjà dans le monde des affaires. Oui. Ça fait beaucoup d'informations. Le podcast, habituellement, c'est 45 minutes. Je pense qu'on a parlé de Michel Nadeau. Absolument. C'était
C'était vraiment intéressant. Je suis vraiment content d'avoir pu l'immortaliser à travers notre podcast, du moins, notre perception qu'on a de lui, de l'avoir côtoyé. Puis je pense que tout le monde qui le connaissait bien a cette même perception de lui. Un homme charitable, j'ai jamais vu personne familial, qui en parlait en mal. Exactement, il y a personne. Il y a même, si vous voulez aller voir des entrevues sur... La pire chose que j'ai entendue sur lui, là, de donner une idée, c'était un rude négociateur. Oui, attends, l'autre chose que j'ai entendue, c'est qu'il était hostile au Bitcoin. Fait que là, tu sais, ça, non, même pas tant que ça. Pas tant que ça. Je pense que en 2018, oui, mais... avec tout que, tu sais, c'est tellement une discussion que j'aurais aimé continuer avec lui parce qu'on avait commencé à en parler un peu avec lui. Dans un cadre de porte. Il était intéressé, il était curieux, il était pas comme d'autres qui étaient comme non. Un autre, justement, qui était complètement anti-Bitcoin, qui disait que c'était le mal, François Lambert. Ouais, François Lambert. Et Kevin O'Leary, eux autres, qui étaient complètement anti-Bitcoin. Ils disaient que c'était un scam, puis aujourd'hui, ils sont super gros investis. Parce qu'il y a toute la technologie aussi autour de ça. Mais il y avait raison à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était le cas. Même moi, je suis le Bitcoin depuis 2013-2014, que je suis assidûment, mais je suis sérieusement impliqué que seulement depuis... On est sérieusement impliqué que peut-être depuis les 2-3 dernières années, parce qu'avant ça, c'était trop... Tu sais, on a un très haut niveau de tolérance de risque, tu sais, dû au fait justement qu'on est jeune puis qu'on sait qu'est-ce qu'on fait. Puis qu'on est entrepreneur aussi. Là, qu'on est entrepreneur. Puis même, c'est un gros risque. Même avec cette tolérance de risque-là, on n'osait pas. Fait qu'imagine quelqu'un, tu sais, justement comme Michel Nadeau, François Lambert ou Kevin O'Leary, qui est en affaires toute sa vie, qui a vu des projets s'autodétruire après projet funky s'autodétruire. C'est normal que tu aies des réserves. C'est normal que quand t'es rendu à ce point-là, justement, de 3 hommes comme ça, ben, tu peux te dire, justement, nous, on a, quand Josiane, moi, puis toi, au point qu'on a en affaires, ce qu'on pense qu'on voit un projet, c'est croissance exponentielle, on veut devenir plus grand, on veut devenir plus gros, on veut faire des affaires. Mais eux, ils ont aussi la perception de, on doit protéger ce qu'on met parce qu'on met beaucoup. Exact. Puis nous, un peu moins ça, parce qu'on a un petit peu la mentalité en affaires kamikaze où est-ce qu'on dit... On prend des risques. Sont pas nos assets et puis ce qu'on a est pas assez gros. Si on le perd, ça sera pas grave parce qu'on n'a pas tant que ça à perdre. Rien qu'on peut pas récupérer sur une couple de mois ou 1 an au plus. Mais si tu vas jouer dans la ligue de personnes comme ça, puis dans la ligue de laquelle on vise puis qu'on travaille fort pour aller, ben là, c'est un peu différent parce que justement tu veux aussi protéger tes avoirs, protéger tes arrières, puis pas juste justement aller vers ce souhait de croissance économique là infinie. Exact. Puis parlant tu sais de Michel Nadeau et de sa famille, Maëva, nous on l'a vu grandir carrément là, tu sais, je veux dire ça fait 6 ans, fait qu'elle avait 8 ans, elle avait l'âge de Daphné. Je suis tellement fière d'elle. Et on est tellement fiers d'elle. L'année passée, là, il parlait des chandails vintage qu'elle revend sur Internet. Mais l'année passée, elle a fait de la slime. Elle a fait... C'est beau ce qu'elle fait sur Shopify, là. Je suis fière d'elle. Elle a fait de la slime. Après ça, elle a fait des biscuits. Oui. Elle a fait plein de petites entreprises. She's an entrepreneur. Tu sais, au lieu de travailler au McDo comme les jeunes, elle il faut que Daphné se tienne plus avec elle. On parlait, tu sais, sa mère, elle est plus dans le communautaire, tu sais, plus... puis ça n'enlève rien, elle dit niveau musée, niveau organisation. C'est un beau ballon avec Michel. Et c'était tellement un beau ballon, et je trouve que Maëva est vraiment le reflet d'une union solide entre Michel et Lydie, mais aussi qui ont transmis justement ces deux belles valeurs, parce qu'elle est rendue à 14 ans, tu sais, ils sont capables de penser par eux-mêmes, les jeunes, tu sais. Ben, exactement, elle est grande, c'est épouvantable. Moi, je fais 5 pieds 1, puis à chaque fois que je la vois, je la regarde comme ça. Je suis en train de me casser le cou. Je pense qu'elle est rendue quasiment aussi grande que Simon. Effectivement. Tu sais, je l'ai vu grandir. Mais il y a aussi Christian. Oui, Christian aussi. Christian qu'on a reçu sur notre podcast, qui, dans le monde de la musique, est en train de... J'ai l'expression en anglais, is killing it. Ben, Jessica aussi est en train de prendre sa place au niveau de la musique. Ah oui? Comme DJ, oui. C'est donc bien cool. C'est ça. Karen, elle, je pense que les dernières nouvelles que j'avais eues, elle était comme assistante à sa mère
comme avocate. Très cool. Elle remplissait des papiers, mais des choses comme ça. Pour Christian, justement, on l'a reçu sur le podcast, puis encore là, tu sais, je dis pas ça parce qu'on le connaît, juste parce qu'on le connaît, mais littéralement, puis tu le sais, on écoute sa musique dans l'auto. Oui! Puis, tu sais, exemple, on le met à côté de n'importe quel artiste qui est dans le top 5, le top 10, top 15, top 25. Il mérite d'être dans ce top-là. Je vois même pas la différence de qualité ou il mérite d'être là en ce moment. Exact. Vraiment, je suis tellement fier. Puis, tu sais, ces enfants, puis ces beaux enfants, on peut dire, oui. c'est aussi un héritage que Michel Nadeau nous laisse, puis on voit, tu sais, c'est des enfants qui accomplissent, qui ont des poussent, qui ont des rêves, des ambitions. Puis ça, je suis tellement fier. Puis je suis tellement fier de voir ce que ça veut donner, parce que pour moi, des gens comme Michel Nadeau, c'est un exemple. Je vais être comme lui. Fait que tu sais, si je laisse juste la moitié de l'impact qu'il a donné, moi, je vais être content. Exact. Tu sais, puis moi, Maëva, n'importe quand, peut venir regarder Daphné. Je pense ça, Lydie. Genre, on est fiers des enfants de Michel, puis vraiment, toutes nos sympathies et sincères condoléances à la famille Nadeau. Tout au complet, les frères, les sœurs, ils laissent beaucoup de gens dans le deuil, là, en ce moment, puis même des entrepreneurs, puis... Mais il y avait beaucoup de gens qui le suivaient comme exemple, il y avait beaucoup de gens qui, dans le monde des affaires au Québec, puis tu sais, je parle de gens comme très haut placés dans beaucoup de très grandes entreprises qu'on a, tu sais, des entreprises publiques, des instituts publics aussi, qui justement comptaient sur lui, puis sur ses conseils pour faire avancer les choses. Exact. Donc, on espère vous avoir fait découvrir ou redécouvrir Michel Nadeau. Puis, on va terminer le podcast comme ça. Merci d'avoir été avec nous. Oui, vraiment, merci d'avoir été avec nous. Là, je vais redevenir émotive un petit peu. Là. Genre, c'est comme... Moi, ça fait une semaine que je suis en roller coaster d'émotions, là, parce que vraiment... Beaucoup de bonnes nouvelles, mais beaucoup de tristes nouvelles aussi. Exact. Donc, c'est vraiment ça. Mais on vous remercie d'avoir été avec nous. On se revoit la semaine prochaine. Dites-nous dans les commentaires de quoi vous aimeriez qu'on parle, de peut-être les célébrités qu'on a rencontrées au fil des années, peu importe, n'importe quoi, la crypto. Juste parlant de crypto aussi. Des invités que vous aimeriez qu'on reçoive, ça fait... Oui. Je sais qu'on avait parlé qu'il faudrait se refaire un podcast avec Shirley. Ça, c'est très intéressant. Exactement. Aussi. Shirley, ça s'en vient. Elle m'a pas donné de disponibilité, mais très prochainement avec Shirley. On voulait parler aussi de plein de choses, plein de sujets. Et bref, donc si vous connaissez des gens qui seraient intéressés ou intéressants à recevoir en podcast, laissez-les-nous. Ça va être peut-être plus pour la 2022 en ce moment, mais on verra dépendant des disponibilités de tous et chacun. Et puis aussi, on a un setup qui est assez mobile. Autant on peut se déplacer qu'on peut recevoir les gens aussi. Exact. Fait que ça peut être intéressant. Un podcast que j'aimerais aussi, là, ça, je m'en veux. On n'a pas eu l'opportunité de le faire quand il est venu avec Émilie de Bleu Apparel, qui est en ce moment encore un autre succès. Mais c'est parce que... Pour vrai, ça, je suis tellement fier d'elle. Pour vrai, ça, c'est un autre truc. Ce qu'elle fait, c'est incroyable. On va vous compter ça sur un prochain podcast, mais... On devrait la recevoir. On devrait la recevoir, puis parler peut-être la semaine prochaine, mais pareil, laissez-nous en commentaire. Mais tous tes élèves, Josiane, tous tes élèves, j'ai jamais vu quelqu'un, pour vrai, comme selfless promotion, ok? Puis ça, c'est parce que j'y crois. C'est même pas de la promotion, it's a fact. J'ai jamais vu un coach, un enseignant dans un domaine qui crée autant d'histoires à succès que toi avec les médias sociaux. Sérieusement. Je vais rougir. Non, sérieusement. Sérieusement, tu m'impressionnes, puis tu le sais que je suis dur à impressionner, tu le sais que je suis pragmatique, puis tu le sais que je regarde de proche tes élèves, et oh my fucking God! Tu sais, je suis capable de monter, puis tu sais, je sais quoi faire. Regarde, j'ai regardé le genre de retour que eux ont, puis le genre de résultats que eux ont, puis même si tu chargerais 10 à 100 fois le prix que tu le charges, ça vaudra encore la peine. Oui, je sais. C'est ridicule, Josiane, tu es une fucking légende. No joke. Je suis fucking sérieux. Merci, Simon. Non, mais tu sais, genre, justement, tu sais, comme partir from scratch, tu sais, je veux dire, ça fait, je l'ai compté vite, mais présentement, TikTok, j'ai fait un vidéo avec mon père qui va avoir une suite très prochainement. Faut justement que j'aille le tourner et tout avec mon papa. Et puis, justement, ça fait exploser mon compte. Mais tu sais, je sais exactement et pertinemment quoi faire pour faire exploser n'importe quel compte médias sociaux. C'est juste que je prends pas le temps de le faire. Fait que
tu sais, c'est comme cordonnier mal chaussé. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vraiment... Mais on a tellement de chapeaux qu'on porte. Ah oui, tu sais, c'est moi qui fais on a besoin de plus d'équipes de support. Ça, c'est tous les entrepreneurs. Tu sais, faut que, même si j'ai un comptable, faut que je regarde les chiffres à la fin du mois, voir, tu sais, si ça balance, si ça. Tu sais, c'est comme avoir même un magasin physique. Le patron est tout le temps en train de regarder les chiffres, regarder, OK, les performances des clients, regarder, OK, ben là, tu sais, genre, planifier des réunions. OK, planifier un podcast, planifier ça. Tu parles, c'est le cas pour une entreprise. Mais l'affaire, c'est qu'on a une entreprise qui a plusieurs branches, plus on a plusieurs autres projets qu'on peut, même s'ils sont pour la plupart sur la même entité, qu'on peut dire comme étant plusieurs endeavors, plusieurs, on va dire entreprises, mais je vais pas dire ça parce que c'est pas une autre entreprise. Fait que, my fucking god, les gens qui ont une job... Ouais. That's pretty nice! J'ai arrêté de faire un 9 à 5 pour travailler 24/7. Et c'est le fun, on aime ce qu'on fait, puis tu sais, on fait une différence, puis on bâtit des choses. C'est ça la différence, c'est qu'on bâtit des choses qu'à la fin de la journée sont à nous, puis ça, c'est... Juste pour vous donner une petite anecdote de notre vie personnelle, là, samedi, dans la nuit de vendredi à samedi, Simon se levait aux 15 minutes parce qu'il pensait avoir trouvé la solution d'un problème qu'on avait. Finalement, tu sais, genre, je dis dors, mais Simon, il était tellement nerveux. Non, parce que dans ma tête, je m'étais dit, tant que je règle pas ce problème-là, je ne dormirai pas. Et moi, c'est comme ça que ça marche dans mon cerveau, c'est je me fais une to-do list en me réveillant le matin, et puis je ne dors pas tant que toute cette liste-là, elle est pas faite d'une manière inconditionnelle. Puis là, ça me backfire, mais j'ai réussi finalement durant la nuit, cette nuit-là, la nuit passée. Oui, ça a pris, fait qu'il a été quasiment 24 heures sans sommeil, puis après ça, il dit, vendredi après-midi. No shit, de vendredi, j'ai commencé à travailler sur ce problème-là, le vendredi, 2 heures, et j'ai trouvé le dimanche à 1h du matin. Donc, dans la nuit de samedi à dimanche. Ouais. Puis moi, pendant ce temps-là, je dormais. Puis moi, en plein milieu de la nuit, parce que, tu sais, je veux dire, j'étais pas capable de régler ce problème-là, on est bien entouré. J'étais rendu sur Discord, un logiciel de communication vocale, avec 16 personnes en plein milieu de la nuit pour régler ce problème-là. J'avais bâti une équipe overnight, puis on a réussi, c'était un gros problème technique, mais on a réussi, j'avais littéralement des ingénieurs avec moi pour régler ce problème-là. Ah, je te jure, mais anyway, j'ai bâti une équipe overnight pour régler le problème. Tout le monde était vraiment content. À 9h, il me dit, j'ai réglé le problème à 9h du matin. J'étais comme, OK, bravo, là. Moi, je veux dormir. On est dimanche. On a un podcast à tourner. Ah oui, ça aussi. Mais c'était un podcast important. Ouais, c'était important pour nous de le faire. Tellement. Puis exactement. Puis c'est ça. Fait que bref, vous avez eu, on va arrêter le podcast parce que ça fait 52 minutes, on a dépassé un peu, mais vous avez eu un beau portrait de qui était Michel Nadeau, puis on espère que ça va vous inspirer son histoire, son témoignage, et puis son héritage, puis ben là on va prendre nos tasses de café, puis cheers Michel. Puis si vous voulez apprendre de lui ce qu'on a à peine touché la surface de tout ce qu'il a accompli puis de qui il est, allez faire vos recherches. Tapez simplement son nom, Michel Nadeau, sur Google et vous allez avoir des heures et des heures de plaisir. Des articles de journaux, qui il était, qu'est-ce qu'il a fait, puis surtout l'héritage qu'il lègue pour le Québec, parce que c'est quelque chose de très important. Oui, c'est super important. Merci d'avoir été avec nous. On se revoit dans un prochain épisode du podcast Wi-Fi Café Ambition.